Par une nuit sombre, dans un manoir, un homme et une femme se trouvaient dans une chambre à coucher. Il était submergé par la passion, il ne comprenait pas quelque chose, et il lui demanda pourquoi il se sentait si étrange chaque fois qu'il la regardait, et si elle devait s'y intéresser aussi. Elle ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez lui, il n'était manifestement pas lui-même, et c'est ce qu'elle lui a dit, et il a répondu tranquillement qu'elle l'avait rendu fou. Mais la femme s'est vue répondre simplement que son mari avait une forte fièvre et qu'elle était donc venue le voir, rien de plus. Il lui a expliqué qu'elle devrait comprendre cela, parce que chacun de ses mouvements l'inquiétait, mais elle n'essayait même pas de faire quoi que ce soit. Elle se contentait de respirer, ce qui la mettait mal à l'aise, et la mariée lui a alors expliqué qu'il était certainement malade et que c'était pour cela qu'il se comportait ainsi. L'homme lui a baisé la main et a dit que dans ce cas, il était malade chaque fois qu'il la regardait. Et si vous y réfléchissez bien, elle avait raison. Il avait tort. Elle n'avait rien fait. Mais il était toujours fou d'elle. La femme savait que s'il ne s'arrêtait pas maintenant, tout son plan échouerait. Avant de venir dans ce monde, elle était médecin. Elle travaillait dans un hôpital rural où elle n'était pas très bien payée et où elle aimait surtout aider les personnes âgées qui lui offraient des cadeaux en signe de gratitude. Elle avait le sentiment de faire le bien en s'occupant de ceux qui n'avaient plus rien, et elle aimait vraiment cette vie et ce travail. Cette vie n'a pas duré aussi longtemps qu'elle l'avait rêvé. Son père, alcoolique et accro au jeu, s'est enfui, laissant à sa fille une dette énorme. L'hôpital a fait faillite et elle a dû travailler pendant 4 horribles années au service des urgences pour rembourser toutes ses dettes. Lorsque, une fois de plus, la patiente a été refusée parce qu'elle n'avait pas de soignant et donc pas d'argent pour payer, et que l'héroïne a été envoyée dans le service VIP où l'opération a commencé, la jeune fille n'a pas pu le supporter. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas continuer à travailler ainsi, et c'est à ce moment-là qu'elle n'a plus eu la force de se battre. Elle a donc exprimé tout ce qu'elle avait accumulé au fil des ans, qu'elle n'allait plus travailler avec des monstres qui ne traitaient pas les patients comme des personnes, qui ne les considéraient pas comme des personnes. Après cela, elle s'est enfuie, et bien qu'ils aient essayé de l'arrêter, elle n'a pas écouté. Cela n'avait plus d'importance. L'héroïne se demande pourquoi sa vie a toujours été ainsi. Elle est dépendante de l'argent, et à cause de cela, elle a dû renoncer à son rêve. Elle était contente d'être enfin partie, même si elle ne savait pas quoi faire maintenant. Le loyer de ce mois aurait dû suffire, mais elle devrait encore chercher d'autres opportunités pour gagner de l'argent. Mais pendant qu'elle y pensait, elle n'a pas remarqué le bus, et c'était une grosse erreur. Avant que ses yeux ne se ferment, une pensée lui vint à l'esprit. Il était insultant qu'elle meure si soudainement, mais dans l'autre vie, elle vivrait certainement comme elle l'entendait. Soudain, elle a entendu une voix qui lui demandait de se réveiller, mais elle a senti une étrange amertume dans sa bouche, et quand elle s'est levée, elle s'est rendue compte que sa gorge était brûlante, et c'était étrange. Elle se souvenait d'avoir terminé sa garde, mais elle est morte, et elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait maintenant. Ce n'était pas une chambre d'hôpital, mais plutôt une chambre luxueuse, avec une femme de chambre, et en plus, quand elle s'est regardée dans le miroir, elle ne s'est pas reconnue. C'était une toute autre personne. La servante, presque en larmes, m'a assuré qu'elle pensait qu'il était arrivé quelque chose à l'héroïne, après quoi elle a demandé comment la femme s'appelait maintenant, et la servante, surprise, a répondu avec incertitude qu'elle s'appelait Lamène Roger. Pour une raison ou pour une autre, ce nom lui était très familier et elle s'en souvint un instant. Il s'agissait d'un roman fantastique qu'elle avait lu pour échapper à la cruelle réalité. Une histoire d'amour saine dont les personnages principaux étaient Elina et Killian. Cédric, personnage secondaire du roman, est le frère de Killian, un homme amoureux qui est resté sans réponse. Même s'il n'a regardé la relation des personnages que de l'extérieur, il est resté comme une ombre pour Elina. La femme de cet homme, Lamène Roger, était la véritable méchante de ce roman, pleine de jalousie, en colère parce que son mari ne la remarquait pas, et à la fin, il s'est avéré que toutes ses actions visaient à attirer l'attention de Cédric, et à la fin, elle a été mise à la porte. C'est ce que l'on savait à ce moment-là, mais elle était dans le corps d'un voleur. Tout était douloureux, et la réaction de la servante était certainement après avoir bu le poison. Et elle réalisa avec horreur qu'elle serait expulsée immédiatement après. La servante était très inquiète de l'état de sa maîtresse,
et l'héroïne réalisa que si elle était l'amène, la servante s'appelait Jane, et elle l'assura donc immédiatement qu'elle avait pleuré si amèrement que la femme s'était réveillée immédiatement. Elle s'est immédiatement calmée et a dit qu'elle était très heureuse que l'héroïne aille bien, et la femme a rappelé qu'elle l'avait toujours traitée avec gentillesse dans l'original, et de toute façon, maintenant il n'y avait personne d'autre à qui demander, alors elle devrait bien traiter la servante. Plus tard, alors qu'elle s'habillait, elle pensait à Cédric. Elle ne l'aimait pas. Parce qu'à son avis, il était stupide de donner sa vie pour son amour non partagé, alors qu'il était un homme marié. Mais ce n'est qu'un personnage mineur dans une histoire d'amour tragique, donc on peut le comprendre, mais c'est différent quand cette personne est notre mari. Lorsqu'elle eut terminé, le serviteur lui dit que le comte avait fini de s'entraîner à l'épée, de se baigner et de manger, et qu'il allait maintenant la rencontrer. L'héroïne fut surprise, c'est-à-dire que sa femme était inconsciente depuis un certain temps et qu'il n'avait pas perdu de temps, mais elle se souvint qu'il ne s'aimait pas de toute façon et que tout était donc normal. En se rendant à la réunion, elle savait déjà qu'elle quitterait cet endroit après la prochaine réunion et elle s'est donc résignée au fait que même si elle était mise à la porte, elle pourrait au moins admirer son visage. Après tout, Cédric Roger est un bel homme qui peut charmer n'importe qui, même dans les contextes les plus formels, son visage a été qualifié de création de Dieu. Et c'est ainsi qu'ils se sont rencontrés. L'homme a dit qu'il était venu en courant dès qu'il avait entendu qu'elle s'était réveillée, mais la femme est restée silencieuse et en un instant, son nez a saigné. La servante a vu le sang et a voulu courir vers le médecin, mais la dame l'a arrêtée, l'assurant que tout allait bien. Mais la servante pensait qu'elle était si faible à cause des herbes vénéneuses. Après avoir essuyé le sang, l'homme a prétendu qu'elle était toujours malade, puis il a déclaré que tout en lui semblait se briser lorsqu'il avait appris qu'elle s'était évanouie, et qu'il avait beau parler, personne ne pouvait comprendre la douleur qu'il ressentait à chaque instant. Selon ses propres termes, il a charmé la servante et troublé sa femme, qui a alors commencé à se rappeler ce qu'elle savait de leur relation, ce qui était l'original, car elle ne se souvenait pas de ces mots. Là, le mari a prétendu qu'il ne l'aimerait jamais, mais devant les autres, il devait montrer qu'ils étaient un couple aimé, et la femme lui a assuré qu'elle n'était pas une idiote qui avait besoin d'amour. Elle se contenterait de l'utiliser. C'était comme ça. Mais Cédric, presque en larmes, affirmait qu'il voulait vraiment la serrer dans ses bras, mais qu'il craignait que son corps fragile ne tienne pas le coup. Mais l'héroïne savait que tout cela n'était qu'un jeu pour le public, et qu'elle devait donc trouver une solution pour éviter d'être mise à la porte. Derrière elle, la servante pleurait de bonheur, et il semblait que le sort fonctionnait parfaitement sur elle. Aussi la femme lui demanda-t-elle de les laisser tranquilles, après quoi elle sembla comprendre l'allusion, emmena avec elle tous les serviteurs présents et s'en alla. Sans témoin, le ton de l'homme s'est brusquement refroidi et il a prétendu que sa femme devait avoir quelque chose à dire, puisqu'elle avait mis tout le monde à la porte et qu'elle avait compris que c'était son vrai visage, mais que cela ne marcherait pas avec elle. Rassemblant sa volonté dans un point, l'héroïne déclara qu'il devait divorcer et qu'elle ne pouvait plus vivre avec quelqu'un comme lui. Après avoir gardé le silence pendant quelques secondes, il prétendit que par ses actions, elle envisageait de violer l'ordre royal. Il avait prêté serment d'allégeance sous le soleil et il resterait sous ses rayons. Il devait donc faire son devoir et elle devait le comprendre. Et la femme lui rappela que l'ordre du roi ne disait rien sur le maintien d'une vie de famille heureuse jusqu'à la mort. Et en une seconde, il se souvint que la promesse ne concernait en fait que le mariage. L'héroïne lui assure qu'elle est la raison du divorce, qu'il ne veut pas la laisser à ses côtés à cause de son grand amour, et après avoir réfléchi un peu à ses paroles, l'homme lui dit qu'elle vient de se réveiller, et que le divorce n'est pas une décision qui doit être prise à la hâte, donc ils discuteront de tout demain au petit déjeuner. L'héroïne est outrée par cette décision, mais au moins elle s'est donné du temps. Le lendemain, la femme de chambre entre dans la chambre, se demandant comment s'est déroulée leur conversation d'hier, mais elle remarque que l'héroïne est plongée dans des pensées sérieuses, ce qui l'effraie, et elle lui dit immédiatement qu'elle a apporté une robe pour le petit déjeuner. La femme se demandait encore quel était l'ordre du roi, puisqu'il était présenté comme un fait dans l'original, puis elle s'est souvenue que le livre se déroulait dans le royaume fictif de Matin. Cependant, le père de l'Amen, le chef de la famille Calypse, le comte Heather Calypse, était un héros de guerre d'un royaume hostile. Et lorsque la guerre entre les deux États a éclaté, le comte a trahi sa patrie et s'est uni au royaume de Matin.
Grâce à cela, Matin réussit à gagner la guerre et à réunir les territoires en un seul, et le comte devint prince. Le roi assura qu'il ne doutait pas de sa sincérité, mais toutes les familles nobles n'étaient pas satisfaites de son origine d'un royaume hostile, et il lui proposa donc de se marier avec la famille Roger. Ainsi, pour calmer l'effervescence, un mariage est arrangé entre Lamenne et Cédric Roger, mais le mari n'a pas confiance en sa femme, car il doit encore épouser la fille du traître. En se toilettant devant le miroir, elle se demanda si son divorce serait préjudiciable à leur famille. Contrairement à l'original, où il avait si facilement banni Lamenne, il semblait maintenant avoir des doutes. Ayant terminé, la servante, avec une sincère délectation, lui assura qu'elle lui allait très bien, car on voyait tout de suite que c'était un cadeau du prince Roger et que la couleur de la robe allait bien avec sa peau claire, ce que l'héroïne confirma, après quoi elle alla prendre son petit déjeuner. Son mari l'y attendait déjà et lui assura qu'il était impatient de la voir. Elle remarqua que son jeu était bien meilleur maintenant et s'excusa d'être en retard. Le marié ordonna qu'on leur apporte les plats, et l'homme qui les portait eut l'air mal en point, et prenant le plat de nourriture avec lui, il le laissa tomber en un instant, et il tomba par terre sans connaissance, et de l'écume s'écoula de sa bouche. Les serviteurs, paniqués, lui assurent qu'ils vont tout nettoyer immédiatement, mais l'héroïne frémit en constatant que son corps est raide, que ses paupières et ses mains tremblent, et elle comprend immédiatement qu'il s'agit là des symptômes d'une crise d'épilepsie. À ce moment précis, elle s'est levée et s'est précipitée vers lui, avec l'intention d'enlever tous les objets dangereux qui l'entouraient et de protéger sa tête contre les coups. Et bien que la servante lui ait demandé de ne pas intervenir parce qu'elle risquait de tacher sa robe, la robe n'était pas si importante pour elle maintenant, car elle était médecin, et pour un médecin, le patient est au-dessus de tout. De toutes ses forces, l'héroïne ordonne aux domestiques de l'aider à se tourner sur le côté et d'enlever l'assiette cassée, car elle représente un danger pour le patient. Quand elle eut fini, elle évalua son état, sa respiration était stable, et donc tout était en ordre. Les serviteurs dirent que sa robe était maintenant en très mauvais état et qu'elle devait donc se changer. Les domestiques lui assurent qu'ils feront payer la robe abîmée au patient à son réveil, mais l'héroïne est en colère contre ce comportement, bien qu'elle comprenne qu'ils se comportent ainsi parce qu'ils font tous partie d'une société de classe. Et Lamenne est une voleuse. Elle punirait et expulserait probablement la servante, mais l'héroïne ne pouvait pas accepter cela, disant que le patient est plus important que la robe, et après un moment ajoutant qu'elle va bien, et ainsi elle retourne dans la chambre. Du coin de l'œil, elle remarqua un homme qui, malgré toute l'agitation, ne changeait pas d'expression. Elle lui dit qu'il allait devoir prendre son petit déjeuner seul, et en partant, elle entendit seulement les domestiques dire que de nouveaux plats allaient être apportés à l'instant même. Un peu plus tard, le serviteur apporte de la nourriture dans la chambre de la dame et lui demande comment elle se sent, mais l'héroïne se sent bien, car elle est habituée à ce genre de situation qui se produit souvent aux urgences. Et un peu plus tard, la servante dit que le serviteur qu'elle a aidé il y a peu demande à la voir, et l'héroïne lui ordonne d'entrer, pensant qu'il est venu la remercier. En entrant dans la pièce, l'homme s'est immédiatement agenouillé, implorant le pardon et disant qu'il avait commis une erreur impardonnable et que, bien qu'il ait promis que cela ne se reproduirait plus, lorsqu'il avait cassé la tasse préférée de Madame Elina la dernière fois, il avait eu beau implorer le pardon de Dieu, il n'avait pas pu s'amender. La femme a deviné que la médecine à cette époque est pratiquement sous-développée et il pense donc que c'est une malédiction, tout comme le fait que dans ce monde, les personnes socialement défavorisées ne peuvent pas non plus se permettre de se soigner. L'héroïne lui ordonne alors de se lever, l'assurant qu'il n'est coupable de rien, mais que s'il est vraiment désolé, il doit lui promettre quelque chose, écrire sur du papier ce qu'il doit faire. Elle lui tend une feuille, disant qu'à partir de maintenant, il doit manger principalement la nourriture qu'elle a écrite et aussi dormir au moins 8 heures par jour. L'homme a assuré qu'il ne pouvait pas dormir plus de 6 heures à cause de son travail, après quoi la dame l'a menacé de le renvoyer s'il ne l'écoutait pas. Elle lui a prescrit un régime pauvre en glucides et riche en graisse, et le nouveau système d'alimentation devrait lui être bénéfique. Dans un monde sans anticonvulsivants, c'est tout ce qu'elle peut faire pour lui. Et quand elle apprend qu'il travaille dans la cuisine depuis plus d'1 an, elle dit qu'il faut qu'il rencontre Cédric. Il fut visiblement surpris lorsque la femme vint à lui, et il pensa que la conversation porterait à nouveau sur le divorce. Mais il se trompait. L'héroïne dit que le serviteur malade avait besoin d'un nouveau travail.
L'homme demanda avec jubilation quel genre de travail il avait besoin, peut-être en dehors des murs du manoir. Mais la femme répondit que c'était peut-être dans une blanchisserie ou une bibliothèque, là où il n'y avait pas beaucoup de monde et pas d'objets dangereux. Il a confirmé qu'elle lui avait demandé de mettre le domestique en lieu sûr, ce qui était inattendu, car il ne pensait pas qu'elle se soucierait d'un domestique. Tout cela a commencé à l'irriter. Il pensait que s'il était si beau, alors tout était possible. Et donc, pour se calmer, elle a décidé de regarder sa poitrine pour se calmer. Et tandis qu'il se demandait comment elle en savait autant sur cette maladie et comment il pouvait la croire, elle regarda la zone ouverte de sa poitrine et réalisa que même cela ne pouvait pas le calmer. Elle s'est emportée contre lui reprochant que des gens comme lui, qui avaient mangé chaud toute leur vie et dormi dans un lit chaud, ne pouvaient pas comprendre cela, qu'ils ne pouvaient pas savoir à quel point c'est dur pour les malades et qu'ils souhaitent parfois mourir. Sa vie ne changerait pas si elle sauvait une seule personne, mais elle ne pouvait pas regarder souffrir celui qu'elle aurait pu sauver. C'était insupportablement douloureux, et il ne pouvait pas le comprendre. Il se regarde pendant 1 minute, puis l'héroïne se calme un peu et se rend compte qu'elle en a trop dit, car elle est très énervée à cause des souvenirs de sa vie passée, et il est peu probable qu'il la comprenne. Au bout d'un moment, il accepta de transférer la patiente à un autre poste, et elle partit avec reconnaissance. Il se tourna alors vers son serviteur personnel, Roberto, et lui demanda combien de personnes savaient qu'elle s'était évanouie à cause du poison. Et il a dit que lui, la servante Jane, ainsi que le docteur et plusieurs domestiques étaient au courant, puisque M. Killian et Elina étaient maintenant hors du manoir, et que, s'en rendant compte, le maître nous avait ordonné de ne plus parler de cet événement. Le serviteur fut très surpris par cet ordre, et l'homme le menaça de le punir si quelqu'un apprenait ce qui s'était passé hier. Et il l'accepta, pensant que le maître voulait expulser la femme à cause de l'incident du poison. Alors pourquoi donnait-il un tel ordre? Cédric lui-même pensait à sa femme. Il pensait qu'elle était une aristocrate ordinaire obsédée par l'argent et les hommes, mais elle était différente, et il devait découvrir ce qu'elle avait dans la tête. De retour dans la chambre, l'héroïne se dit qu'elle a dû expliquer à l'homme pendant si longtemps quelque chose qu'il ne comprenait pas du tout, qu'il se douterait certainement de quelque chose si elle ne se comportait pas comme d'habitude, et qu'il s'agissait là d'un autre souvenir honteux. Au bout d'un moment, elle se ressaisit et décide qu'il est temps de décider de ce qu'elle va faire. Pour bien vivre après le divorce, elle doit se renseigner sur la situation à l'extérieur du domaine et, en triant ses affaires, elle remarque une poignée étrange dans son armoire et, pensant qu'il s'agit d'un coffre-fort, elle décide de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsqu'elle a ouvert la poignée, la porte semblait assez spacieuse, elle a donc pu se glisser à l'intérieur et, à sa grande surprise, il y avait une pièce secrète avec une table au milieu de laquelle se trouvaient des livres. Les livres décrivaient diverses maladies, des herbes médicinales et des moyens de les traiter, on aurait dit un carnet de médecin, et la jeune fille était très curieuse de savoir pourquoi la voleuse Lamène avait besoin de tout cela, puisque l'original ne décrivait rien de tel. Soudain, on entend la voix de la femme de chambre qui cherche la dame, et l'héroïne quitte précipitamment la chambre pour retourner dans la sienne, et Jane ne remarque rien, mais dit que le prince Heather Calypse est arrivé, ce qui surprend l'héroïne. En se rendant à la réunion, la jeune fille s'est dit que si elle divorçait au lieu d'être expulsée du domaine, il y aurait moins de ragots de la part des gens, et même après le divorce, elle serait toujours la fille du prince Calypse. En se souvenant, elle réalisa que le prince aimait beaucoup sa fille. On disait qu'il était très malade lorsqu'il avait entendu parler du mariage de sa fille. Une telle personne ne permettrait pas que la réputation de sa fille soit gâchée, et cela la rendit heureuse, car elle aurait besoin d'une aide solide à l'heure actuelle. Lorsqu'il l'a rencontrée, l'homme a déclaré qu'il l'avait déjà attendue, et lorsqu'on lui a demandé pourquoi il ne l'avait pas prévenue de son arrivée, il a répondu qu'il n'avait pas besoin d'appeler chaque fois qu'il voulait voir sa fille bien-aimée. Il semble que le prince aime beaucoup sa fille, et après les salutations, il demande au majordome de les laisser, et l'héroïne les invite à s'asseoir, car elle pense que leur relation permet un tel ton. Mais en un instant, le regard de l'homme se refroidit, et avec une colère cachée, il demanda comment elle pouvait sourire et se comporter ainsi dans cette situation, et le changement soudain de ton effraya l'héroïne. Mais il ne s'arrêta pas. Des ragots circulaient parmi les aristocrates sur le fait qu'il n'avait pas les meilleures relations, et s'il avait arrangé sa vie misérable et fait d'elle la femme d'un prince,
alors elle aurait dû essayer de préserver sa position, au moins un peu. L'héroïne comprit à qui elle avait affaire. Il n'y avait aucune odeur de père aimant ici. Il ressemblait plutôt à un véritable monstre. Et maintenant, il exigeait une réponse. Et comme il n'entendait rien, il leva la main, se préparant à frapper, lui demandant s'il était temps pour lui de lever à nouveau la main sur elle. Cela horrifia la femme, mais elle réussit à remarquer le mot « à nouveau », qui signifiait qu'il avait battu l'Amen dans le passé. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait à nouveau le même père que dans sa vie antérieure. La situation l'obligeait à se montrer résolue. Il n'y avait rien à faire. Elle ne voulait surtout pas faire d'histoire, mais elle pouvait certainement toucher la chose la plus précieuse. Et même si c'était effrayant, elle pensait qu'elle pouvait y faire face. Soudain, le marié apparut et, surprenant le prince en train d'essayer de le tuer, il le salua. Et cette main qui, une seconde auparavant, avait voulu frapper la jeune fille, lui tenait maintenant la joue avec douceur, et il l'assura seulement que sa fille avait maigri. Cédric lui demanda comment allait son père, et il lui assura que tout allait bien maintenant, mais qu'il avait entendu des rumeurs désagréables, et l'homme lui assura qu'il n'avait rien entendu de tel, et lui demanda ce qu'il aimerait entendre, puisqu'il savait mieux que quiconque ce qui se passait dans cette famille. Le père lui assure qu'il doit savoir, car il s'agit de sa fille, et qu'il ne peut pas rester à l'écart. Après quoi le marié dit quelque chose dont l'héroïne fera plus tard des cauchemars. L'homme dit que c'était comme si le prince vivait aussi, ayant toujours de la nourriture chaude, se reposant dans un lit confortable. Le père ne comprit pas de quoi il parlait. Et Cédric continua. Sa connaissance lui a dit que les aristocrates qui ont grandi sans souci s'intéressaient trop à la vie des autres, et il était clair que les paroles de ces personnes se transformaient en ragots. Et soudain, le silence s'est fait. Après un moment, le père rit joyeusement, assurant que Cédric ne change jamais. Le marié soutient cette initiative et les remercie, demandant qu'à l'avenir, il les prévienne avant de leur rendre visite, car une telle visite inattendue serait un peu gênante pour lui. L'invité s'en est excusé, ne voulant mettre personne en difficulté. Il s'inquiétait pour sa fille, c'est tout. Cédric l'a entendu et a dit qu'il semblait avoir interrompu leur dialogue, puis les a assurés qu'il les laisserait tranquilles, souhaitant que la fille passe un bon moment avec son père. L'héroïne commença à s'inquiéter à cause de ces mots, car elle vit que son père voulait la frapper. Elle pensa qu'il était venu pour la sauver, mais il était simplement mal à l'aise avec une visite si inattendue. Mais maintenant, il ne pouvait pas rester seul, et donc l'homme devait être arrêté. Elle l'appela par le mot « cher », et l'homme tressaillit, et quand il se retourna, il avait un visage effrayé. L'héroïne dit que son père ne leur a pas rendu visite depuis longtemps, alors elle propose de prendre une tasse de thé ensemble. Elle pense qu'il l'a regardée comme si elle l'avait frappée, mais elle ne peut pas abandonner. L'homme a dit que dans ce cas, si cela ne le dérangeait pas, il serait heureux de leur tenir compagnie. Et le père a dit qu'il ne pouvait pas les en empêcher, puisqu'ils étaient tous de la même famille, mais qu'il était temps pour lui de partir, bien qu'il ait dit qu'il avait passé un moment agréable avec sa fille il n'y a pas si longtemps. L'héroïne décide de jouer le jeu et prétend qu'ils ne se sont pas vus depuis si longtemps et qu'il est temps pour lui de partir, auquel cas c'est dommage. Mais aucune fille ne prendrait le temps de s'éloigner de son précieux père. Mais il lui assure que ce n'est pas leur dernière rencontre. En sortant, il regarda à nouveau sa fille avec effroi, mais elle était satisfaite du résultat et ne se souvenait pas que dans l'original, on avait même dit que l'Amen avait été battu. Après avoir pris congé, l'homme se tourna vers l'Amen et lui dit qu'il devait parler, en particulier du divorce qu'elle avait récemment mentionné, car comme l'avait dit le prince Calypse, il y avait beaucoup de ragots désagréables à leur sujet parmi les aristocrates. Et si même lui l'apprenait, cela signifiait que ces ragots avaient pris beaucoup d'ampleur. Il n'y aurait pas de problème. Si nous ne prenons en compte que leur relation, alors un divorce pourrait être arrangé. Mais comme il l'a dit plus tôt, il s'agit d'un ordre royal, et il est beaucoup plus difficile de mettre fin à une telle connexion, et la hâte avec laquelle le prince est apparu ici est un parfait indicateur de la situation. Ce mariage ne concernait pas qu'eux, il a lui-même un objectif que le divorce risque d'entraver maintenant. On lui a promis le titre de prince pour ce mariage, son père lui en a parlé, lui a ordonné de garder le secret, et il ne voudrait pas qu'il change d'avis à cause du divorce. L'héroïne ne se souvenait pas que Cédric était aussi avide de pouvoir, et voilà qu'il se proposait de sauver ce mariage, ajoutant que leur relation devait encore changer, et plus précisément que c'était l'Amen qui devait changer. Et pour commencer, cesser d'agir comme si elle voulait être bannie.
Elle-même a pensé la même chose en lisant le roman. Dans le roman, l'Amen ne s'est pas comportée ainsi parce qu'elle était méchante, elle a fait des choses terribles parce qu'elle voulait partir d'ici. C'était peut-être offensant, mais l'héroïne se rendait compte qu'il avait raison en ce moment, que son père n'était pas de son côté, et qu'en plus, elle ne connaissait rien au fonctionnement de ce monde. Elle a donc dit qu'elle avait tort et les a laissés divorcer après qu'il soit officiellement devenu prince, a-t-il convenu, ajoutant qu'il y avait une autre chose à garder à l'esprit. Si même elle disait qu'il était un homme qui ne se souciait pas de sa propre fiancée, il changerait aussi, ajoutant en un instant, en usant de tout son charme, qu'elle serait baignée d'une attention qu'elle n'avait pas reçue jusqu'à présent. La femme fut troublée par cette déclaration et accepta avec hésitation, ajoutant qu'il devrait payer une compensation monétaire, et elle voulait 1 million de seris, et hésita immédiatement, car selon les normes de sa vie passée, ce serait 10 millions, et elle avait donc peur d'avoir exagéré, mais elle avait toujours besoin d'argent pour survivre dans le nouveau monde. Après avoir réfléchi, Cadric m'a assuré qu'il s'était trompé sur elle depuis le début et a légèrement dit qu'il pensait qu'elle vivait de manière trop insouciante, mais qu'en fait, elle était plutôt rusée. Mais il a tout de même accepté de rédiger une compensation d'1 million de dollars, et l'héroïne a proposé de signer un contrat, et bien qu'il n'en ait pas vraiment envie, la femme a insisté, arguant du fait que même les vœux de mariage s'étaient révélés être un mensonge. Le nouveau contrat stipulait qu'ils devaient faire tous les efforts possibles pour apparaître comme un couple, ne pas divorcer avant que Cédric ne devienne prince, que le divorce serait prononcé après avoir reçu officiellement le titre de prince, et qu'après le divorce, Cédric devait verser 1 million de lamaïnes en guise de dédommagement. Ayant terminé, l'héroïne dit que maintenant elle serait calme, et cela suffit, et elle le quitta, retournant dans sa chambre, tandis que l'homme regardait toujours le contrat et réfléchissait à ses conséquences. De retour dans sa chambre, la femme rêvait déjà de ce qu'elle ferait avec cet argent. Avec cet argent, elle pourrait acheter un terrain et construire une maison, ou peut-être qu'elle ouvrirait son propre magasin. Puis elle est entrée dans sa chambre, mais étonnamment, il n'y avait personne, seulement quelques fleurs étranges dans un vase. La femme demanda d'où venait le bouquet, et Jane lui assura qu'il avait été apporté par le même serviteur reconnaissant qu'elle avait beaucoup aidé, ce qui semblait être sa façon de la remercier pour sa gentillesse. En regardant les fleurs luxuriantes, l'hôtesse pensa que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas reçu de fleurs. Et encore, c'était en signe de gratitude, mais elle était tout de même très heureuse de cette marque d'attention. À ce moment-là, dans la rue, l'homme a rencontré une personne enveloppée dans un manteau, et il lui a dit qu'elle était en retard, l'appelant Sylvia, ce à quoi elle s'est excusée, affirmant que les choses ont pris plus de temps que prévu. Avant de rencontrer la dame, le prince Heather Calypse avait dîné avec le marquis de Frézeau, et il semble que c'est par lui que mon père ait appris les rumeurs sur leur vie de famille. De plus, la servante a apporté des fleurs en cadeau à la femme alors qu'elle n'était pas dans la chambre, et après avoir rencontré le prince, elle n'a pas quitté la chambre. Et pendant tout ce temps, elle lisait un livre et s'est endormie en s'asseyant. L'homme lui demanda ensuite pourquoi la fille d'un aristocrate avait besoin d'argent, et la femme soupçonneuse suggéra que ceux qui avaient tout auraient toujours peu, et que ces gens-là pensaient peut-être que plus on est de fous, plus on rit. Et si une femme qui veut divorcer demande 1 million comme compensation, Sylvia assure que dans ce cas, elle prend son mari pour un imbécile, et que personne ne ferait cela. Ces paroles blessèrent l'honneur de l'homme, et il dit avec irritation qu'il allait partir. Expirant lourdement, il dit que demain, l'entraînement des chevaliers commencerait, et qu'il y passerait à nouveau la plupart de son temps, et qu'elle était donc chargée de garder un œil sur les personnes non invitées qui visiteraient leur domaine. Le lendemain était très ensoleillé, et l'héroïne décida de prendre son petit déjeuner à l'extérieur. C'était la vie des aristocrates, à savoir l'ennui. Cela commençait déjà à la mettre en colère. Pourquoi ne se passait-il rien dans ce roman? Pas de bal, pas de dîner, pas d'événements intéressants. En raison de la reconstruction du pont, elle a été confinée dans cette maison pendant 1 semaine. Elle a lu tous les dossiers médicaux et a même commencé à regretter les urgences. Même la nourriture des hôtels n'est délicieuse que si l'on connaît la mesure. Et maintenant, les ramen lui manquent. Pour soutenir sa maîtresse, Jane dit que la restauration du pont était enfin terminée et qu'elle avait entendu dire que le jeune prince et Madame Elina revenaient aujourd'hui, mais elle ne fit pas attention aux gens. Elle entendit seulement le pont et elle en fut très heureuse
parce qu'elle pouvait enfin entrer dans la ville. Mais elle se rendit compte qu'Elaine était toujours le personnage principal du roman et, un peu inquiète, elle l'assura qu'elle voulait aller se promener et envoya la servante se reposer dans sa chambre. Désormais, ils doivent faire semblant d'être un couple marié heureux, mais le jeune couple ne commencera pas à se douter de quoi que ce soit s'il remarque que cette relation s'est soudainement améliorée. Dans l'original, Callian n'aimait pas beaucoup Lamen. Elaine serait heureuse si elles avaient une bonne relation, mais même Elina, dans le roman, ne lui semblait pas être une bonne personne, et il lui arrivait d'entendre des phrases moqueuses de sa part. Pendant qu'elle réfléchissait, un jardinier âgé s'est approché d'elle et l'a saluée. C'était la personne la plus âgée du domaine, et il lui rappelait un peu le grand-père qui l'avait élevée. Soudain, elle remarque des cloques sur son bras et pense immédiatement qu'il pourrait s'agir d'une allergie au soleil. Il lui assure qu'il y est habitué, car c'est un phénomène courant chez les jardiniers. La femme lui demande s'il peut porter des moufles ou des vêtements à manches longues pour cacher ses bras, mais il se contente de lui assurer que ses mains vont transpirer, ce qui rendra son travail plus difficile, et que comme le prince et sa fiancée vont bientôt arriver, il veut un jardin beau et bien entretenu pour les accueillir. L'héroïne se rend compte que les aristocrates n'aident pas ceux qui leur sont si loyaux, et elle est très malheureuse, et elle ose se plaindre de la vie ennuyeuse d'un aristocrate. Dans ce cas, il était nécessaire d'examiner ce qu'elle pouvait faire, car il était déjà évident qu'il fallait faire quelque chose. Cédric fut informé de l'arrivée prochaine du couple princier, et Lamen, à son tour, après une journée de marche, se rendit dans sa chambre, et son mari lui dit qu'il descendrait avec elle à la rencontre de la voiture. C'était la première fois qu'ils se rencontraient normalement depuis le début de leur formation de chevalier, et il devait être difficile pour elle de rester assise au manoir toute la journée pendant que le pont était réparé. Il voulut frapper à la porte de la chambre, mais il remarqua qu'elle était ouverte et décida de regarder à l'intérieur. Et ce qu'il y vit le surprit beaucoup. Une femme était assise sur le sol et de nombreux parapluies étaient éparpillés autour d'elle. En le voyant, l'héroïne a été un peu gênée et, le trouvant mignon, lui a demandé s'il était temps de descendre. C'est alors que Jane est entrée dans la pièce, a remarqué le désordre et a demandé pourquoi elle devait faire tout cela. Après cela, la femme de chambre a demandé au propriétaire d'attendre un peu et il serait prêt très bientôt, alors il est sorti et il ne pouvait pas s'empêcher de penser qu'il venait d'être mis à la porte. Un peu plus tard, alors qu'il se rendait à une réunion, son mari lui a demandé ce qu'elle faisait là et elle lui a assuré qu'elle voulait seulement voir quel type de parapluie elle avait. Il savait bien sûr qu'elle aimait le luxe et, soudain, il se souvint de leur conversation, de la façon dont il avait affirmé que des rumeurs circulaient parmi les aristocrates selon lesquelles elle avait été vue en compagnie d'un homme et qu'en tant qu'épouse du comte, il ne lui serait pas préjudiciable d'avoir un peu de décence. Lamen, à son tour, dit qu'elle ne reçoit pas l'attention qu'elle mérite en tant que comtesse, alors pourquoi se comporterait-elle ainsi? Et elle ajoute que l'argent qu'il lui a donné ne suffit à rien et qu'elle ne peut acheter que quelques robes. Et même s'il comprenait que tout l'argent alloué pouvait difficilement s'arrêter si vite pour l'achat de quelques tenues, il accepta, tout en prévenant qu'à l'avenir il devrait être plus prudent, car Elaine ne serait pas toujours en mesure de la sauver des ragots. À l'époque, il pensait qu'elle voulait être bannie, et lorsque l'empoisonnement a eu lieu, il a cru qu'elle allait vraiment quitter le domaine. Mais à un moment donné, son comportement a soudainement changé. Le marié lui dit que ses parents savent déjà qu'elle est malade, qu'il répondra lui-même à leurs questions et qu'elle n'a qu'à se taire. L'héroïne comprend qu'il laisse entendre qu'il s'occupera de tout lui-même. Elle a donc demandé si ses parents savaient qui était responsable, mais cela n'avait pas d'importance. Ce n'était pas la peine de faire du bruit de toute façon, et l'héroïne a seulement ajouté qu'elle n'avait aucune idée qu'il tenait tant à ce titre. Cédric a répondu qu'elle ne savait pas grand-chose de lui et qu'il n'avait pas réalisé qu'elle était si avide d'argent jusqu'à CE qu'elle demande un accord de divorce et qu'ils avaient maintenant atteint la sortie et qu'il était temps que leur spectacle commence. L'héroïne lui a assuré que ce n'était qu'une expression d'amour, mais qu'en réalité, elle avait du mal à prononcer un nom européen. Et finalement, il a rougi et l'a laissé l'appeler comme elle voulait. Le couple Roger est sorti de la voiture et le mari a demandé comment se passait leur voyage. Elaine et son mari sont sortis après eux et elle a crié à Cédric comment il allait. Elle lui assure que tout est merveilleux et qu'il est même dommage qu'ils ne viennent pas avec eux, tandis que l'héroïne se tient à l'écart, se sentant indésirable dans cette société, attendant qu'il commence à faire ce qu'il a promis. Pendant une seconde,
Elle a oublié que dans l'original, ces S3-là étaient très proches et qu'il aurait donc mieux valu rester un peu à l'écart, mais ils ont aussi fait attention à elle, affirmant qu'ils avaient entendu dire qu'elle était malade, et ils lui ont donc demandé comment elle se sentait maintenant. Cédric répondit pour elle, disant qu'elle avait simplement mangé de la nourriture avariée et qu'après quelques jours de repos, elle se sentait mieux. Mais elle ajouta qu'elle était désolée de les avoir inquiétés et promit d'être plus prudente à l'avenir. Faisant preuve d'une fausse excitation, Cédric a assuré qu'il avait eu très peur à l'époque. Et quand elle s'est enfin réveillée et a parlé, il a été soulagé. Ce que la mariée a appuyé en ajoutant que tout s'était arrangé uniquement parce qu'il était constamment présent. Après avoir écouté tout cela, Elaine a proposé qu'ils prennent tous les 4 une tasse de thé, car elle était très intéressée de savoir comment ils avaient vécu pendant tout ce temps, et ses parents lui ont assuré que, dans ce cas, ils partiraient en vacances. L'héroïne savait dans son esprit qu'il pensait certainement qu'elle était une voleuse qui allait gâcher leur plaisir, alors elle n'avait qu'à s'asseoir tranquillement, pensait-elle, mais quelque chose n'allait pas. Elaine dit que la femme n'est pas obligée d'être là si elle ne le veut pas, car elle n'est probablement pas encore complètement rétablie, et Cédric dit qu'elle se sent bien maintenant. L'héroïne les a soutenus, leur assurant qu'elle se sentait bien maintenant, mais qu'elle ne voulait pas les déranger, et qu'en outre, elle avait encore des choses à régler, et qu'elle devrait peut-être partir. Mais quelques pas plus tard, ses chaussures s'accrochent à sa propre robe, et elle commence à tomber, s'agrippant à Cédric et l'entraînant dans sa chute. En un instant, elle se leva, l'assurant qu'elle allait bien, et se réprimandant mentalement d'avoir fait cela devant Hélène, et l'homme réfléchit quelques secondes, puis se tourna vers la mariée, lui demandant pourquoi elle n'avait rien dit sur le fait qu'elle se sentait si mal. Il se tourna ensuite vers Hélène, s'excusant de devoir reporter le goûter, car il devait s'occuper de l'amène, et dans le couloir, l'héroïne s'excusait déjà de l'incident, lui assurant que c'était un accident, et qu'il n'avait donc pas à la suivre. L'homme a répondu froidement que ce n'était pas grave, car ils avaient un contrat, et elle a remarqué qu'il était fâché de ne pas pouvoir partir, car ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Pendant ce temps, en buvant du thé sur le balcon, Elaine se demande comment va l'amène, qui semble ne pas être en pleine santé, mais Cillian lui répond qu'elle s'inquiète trop, que des rumeurs courent sur le fait qu'elle aurait elle-même bu du poison, et qu'on ne peut exclure la possibilité que tout cela soit délibéré. La jeune fille lui assure qu'elle n'avait aucune intention malveillante, rappelant que Cédric a toujours été gentil avec les membres de sa famille lorsqu'il était enfant et que, bien que plus jeune, il s'est toujours occupé de Cillian. Leurs parents en étaient très heureux, car peu d'enfants, à un si jeune âge, pensent d'abord à la famille, et le mari l'a confirmé en disant qu'il pensait que Cédric était bon avec la mariée. L'atmosphère était différente aujourd'hui, et il a dû se passer quelque chose entre elles pendant leur absence, et Hélène a dit qu'elle essaierait aussi de se lier d'amitié avec l'amène, parce qu'après tout, elles sont toutes de la même famille. Pendant ce temps, l'héroïne était heureuse d'avoir finalement réussi à entrer dans la ville. Ces trois-là avaient leur propre plan, et elle les a donc rapidement laissés dans la matinée, et maintenant elle pouvait se promener dans la ville autant qu'elle le souhaitait, en compagnie de Jane. Leur premier arrêt a été la banque, car même si elle était une aristocrate, elle devait avoir de l'argent de côté, et si elle avait déjà quelques millions, elle pourrait divorcer immédiatement. Mais la réalité s'est avérée plus cruelle. On lui a dit qu'il n'y avait que 1000 séries dans le dépôt, et elle a déjà compris qu'elle devrait vivre avec Cédric pendant un certain temps. Elle recevait beaucoup d'argent pour son entretien, mais il n'y avait pas beaucoup de robes et de bijoux, et elle se demandait maintenant où l'amène avait pu dépenser tout son argent. C'était une journée très chaude, et toutes les femmes alentour portaient un parapluie pour se protéger de la chaleur insupportable. Remarquant que sa compagne n'avait plus de protection, elle lui a demandé pourquoi elle n'utilisait pas de parapluie. Elle lui assure qu'elle ne peut pas faire cela, car elle n'est qu'une escorte, et l'héroïne, agacée, dit qu'il n'y a pas de loi qui interdise une telle chose, et propose donc de passer en dessous, tout en réalisant que cela pourrait signifier que la servante au parapluie pourrait violer les règles de la décence. Jane leur a assuré qu'elle ne devait pas le faire, car les gens commenceraient à les regarder, mais personne ne l'a plus écoutée, et elles se sont retrouvées toutes les deux sous le même parapluie, et l'héroïne leur a assuré qu'il faisait beaucoup plus froid sous le parapluie, et que si quelqu'un faisait un commentaire, elle lui en donnerait un. Quoi qu'il en soit, la femme lui a demandé de marcher avec elle sous le même parapluie, car sa belle peau pourrait être abîmée par le soleil.
La servante est gênée par ces paroles et lui demande de ne pas dire de telles choses à une fille comme elle. Une telle pudeur irrite l'héroïne, qui emmène son compagnon au magasin le plus proche, où ils sont accueillis par un conseiller, et la femme demande de l'aide pour choisir un cadeau pour cet enfant. Jane a répondu qu'elle n'avait besoin de rien, mais la femme voulait simplement lui faire plaisir, car il n'a pas dû être facile de s'occuper d'elle pendant tout ce temps. Contrairement aux autres servantes qui viennent de familles aristocratiques et cherchent à s'élever en travaillant pour des familles de rang supérieur, Jane est une orpheline ordinaire qui a grandi à la campagne, et si la mène était morte après avoir bu le poison, personne n'aurait pardonné à la servante. L'héroïne a donc choisi une broche qu'elle a offerte à Jane en lui demandant de la porter les jours de fête. Mais après un moment, se rappelant que la jeune fille n'a ni famille ni amis, la femme s'est corrigée, ajoutant qu'elle pourrait le porter au moins les jours où elle se promène ou lorsqu'il se passe quelque chose d'amusant. Ensuite, elle est allée acheter un parasol, et bien qu'ils en aient déjà beaucoup, ils avaient besoin d'un parasol plus léger. Et lorsqu'elle est arrivée au magasin, elle a trouvé le bon. Et la vendeuse lui a assuré qu'ils étaient réservés aux filles nobles des aristocrates. En entendant cela, l'héroïne en prit 5, puis commença à acheter d'autres choses, à la surprise de la préposée, et lorsqu'elle eut terminé, Jane lui demanda si elle irait à la parfumerie aujourd'hui, car elle y allait toutes les semaines et n'y allait même pas aujourd'hui. Cela surprit l'héroïne, car elle ne pensait pas que l'amène aimait collectionner les parfums, et elle proposa donc qu'elles entrent, mais Jane dit qu'elle attendrait dans la voiture, parce que c'était toujours le casse. Une fois à l'intérieur, elle n'a rien remarqué d'étrange, tout avait l'air tout à fait ordinaire, et un homme l'a accueillie sur le seuil de la porte, lui disant qu'il l'attendait, car elle avait promis de venir la semaine dernière. La jeune fille dit qu'elle ne peut pas venir à cause de la réparation du pont, appelle son mari Luther, ayant lu au préalable le nom sur son badge, et celui-ci lui assure que le parfum qu'elle a demandé est prêt, et lui propose donc de le suivre. Il lui sembla que cet endroit ne vendait pas que des parfums, et c'était vrai, il la conduisit au sous-sol, où, en ouvrant la porte, elle remarqua une pièce remplie de verres colorés. Ils ont d'abord pensé que c'était du poison, mais l'homme a pris un des verres et a dit que cela soulageait la douleur, réduisait la fièvre et que le jus de ces herbes l'aiderait à dormir paisiblement. Tout cela signifiait que l'amène était secrètement impliqué dans les médicaments, mais quelque chose n'allait pas, à cette époque, les analgésiques et les somnifères devraient aussi exister sous une forme ou une autre, et elle a donc dit qu'elle pouvait trouver la même chose à l'hôpital. L'homme a fait une grimace indiquant que la jeune fille racontait n'importe quoi, et l'homme a fait comme s'il n'avait rien entendu, lui assurant que ces médicaments étaient presque impossibles à obtenir et qu'elle aurait dû le savoir mieux que quiconque. Après cela, décidant que tout était une question de prix, le vendeur a dit qu'il l'aurait vendu à quelqu'un d'autre pour 200, mais que, spécialement pour elle, il ferait une remise et le vendrait pour 150, tout en disant qu'il était très difficile pour le propriétaire de trouver ces marchandises et que, par conséquent, il n'y aurait plus de remise. Tout devenait plus clair. L'amène achetait des médicaments avec beaucoup d'argent tout le temps, ce qui expliquait pourquoi elle n'avait pas de réserve, mais on ne savait pas pourquoi elle avait besoin de tant de choses, et qui était le maître qui avait tant de mal à trouver tout ce qu'il fallait. Elle a donc demandé des données sur ceux qu'elle avait achetés tout le temps auparavant. Les montants commençaient à 5 000 et les transactions commençaient après le mariage, mais la chose la plus intéressante était qu'il n'y avait pas de verre dans la pièce secrète. L'héroïne demande des ruches et le vendeur lui assure qu'elles coûtent 100 $ chacune, mais qu'elle aura tout pour 70, après quoi elle est décidée à tout acheter aujourd'hui au prix fort. La femme lui a demandé d'inscrire le prix habituel dans le livre, d'informer le propriétaire du prix réduit, de prendre la différence pour lui et, en retour, de lui donner le nom de son propriétaire. L'homme entendit cela et commença à s'inquiéter beaucoup, l'assurant qu'elle devait savoir que le propriétaire ne tenait pas de réunion et qu'il ne pouvait donc rien dire. Il semblait s'agir d'une personne très célèbre ou dangereuse, ce qui a piqué encore plus l'intérêt de l'héroïne, qui a fait semblant de dire qu'elle allait devoir chercher un autre fournisseur, car elle ne pouvait pas travailler avec quelqu'un dont elle ne connaissait même pas le nom. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, elle pria pour qu'il l'arrête, car elle n'était pas sûre de son plan, et finalement il céda et lui demanda de ne parler à personne de ce qu'elle était sur le point d'entendre. La femme se rendit compte que c'était la première fois qu'elle entendait parler de lui, et c'était comme s'il n'avait pas été dans l'original, mais elle le remercia, l'assurant qu'elle était juste curieuse de savoir avec qui elle travaillait,
et lui ordonna de tout emballer pour que personne ne le voie. De retour au manoir, l'héroïne dit qu'elle serait dans sa chambre, qu'on lui apporterait directement la nourriture et qu'elle était très fatiguée, qu'elle voulait se reposer en silence, que personne ne vienne la voir. Maintenant qu'elle est sûre que personne ne la dérange, elle peut se mettre au travail, mais quelque chose la tracasse, comme si elle avait oublié quelque chose. Tard dans la nuit, Elaine, Cédric et Kelaine rentrèrent d'une visite et son mari ne cessait de penser qu'elle aurait déjà dû sortir. Il y a quelques heures, il avait rappelé à l'héroïne qu'elle avait promis de jouer le rôle d'une femme aimante, et voilà que le comte Karine les avait invités tous les quatre, et si elle ne venait pas cette fois-ci, les rumeurs risquaient de se répandre. Elle allait trouver les matériaux pour les parapluies elle-même aujourd'hui, et il serait difficile de trouver du temps pour cela plus tard. Alors maintenant, elle l'a assuré qu'elle avait une réunion prévue, donc il devrait y aller seul, mais en retour, elle le retrouverait quand il reviendrait. Tout le monde pensera qu'elle n'a pas pu l'accompagner à cause d'affaires urgentes, mais son mari lui manquait tellement qu'elle ne pouvait plus attendre, il a aimé le plan et a donc accepté, ajoutant qu'il reviendrait plus tard dans la soirée et qu'ils se rencontreraient alors. Mais sur le chemin du retour, il n'a vu personne à proximité. Il a donc décidé qu'elle était fatiguée d'attendre et qu'elle avait dû s'endormir. Et Kilian a remarqué qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi impatient de le voir. Cédric n'en parlait presque jamais à la Maine, et il était souvent seul dans les dîners où ils étaient invités en tant que couple, et là, les convives attiraient constamment l'attention, disant entre eux que même la première épée du royaume ne pouvait rien faire à une femme. Après cela, il n'était pas surprenant qu'ils ne soient pas considérés comme un couple aimant, et il voulait changer cette impression avec la réunion d'aujourd'hui, mais il n'y est pas parvenu. Il s'est alors tourné vers le couple à côté de lui, disant qu'il avait toujours pensé que l'Amen n'avait jamais quitté son esprit, mais qu'après son empoisonnement, il s'était rendu compte que si l'on ne dit rien à voix haute, cela n'a pas de sens. Un peu plus tard, son serviteur descendit et lui chuchota quelque chose à l'oreille, après quoi il changea radicalement d'humeur et déclara qu'il avait des affaires urgentes et qu'il ne devait donc pas l'attendre. Cédric Roger, deuxième fils de la famille princière, les filles des familles nobles étaient prêtes à faire la queue pour l'épouser. Il était le chef du premier palais royal de chevaliers, universellement respecté, un héros de guerre. Et aujourd'hui, il s'est enfui, par honte. Il était furieux quand il a appris que l'Amen avait demandé à ne laisser entrer personne dans sa chambre. Le domestique lui a dit qu'il ne connaissait pas les détails lui-même. C'est Jane qui lui a donné cette information. Cédric ne pouvait pas croire qu'elle avait oublié sa promesse, et il était tout à fait possible qu'il s'agisse d'un nouveau plan de sa part. Il décida donc d'attendre encore un peu, mais le lendemain, la servante disait toujours que la dame était malade, et le jour suivant, elle sortit soudainement pour se promener. Pendant ce temps, à l'entraînement, les chevaliers discutaient du capitaine, qui se battait plus fort que d'habitude aujourd'hui, et c'était assez étrange. Et après une nouvelle victoire, le chevalier battu suppliait qu'on en finisse, se rendant en même temps. Et après s'être assis pour se reposer, il n'arrivait pas à chasser l'héroïne de son esprit, car il ne comprenait pas ses actions. Elle devait coopérer avec lui, au moins pour la compensation. Et pendant un moment, il s'est surpris à penser qu'il n'aurait pas dû y penser du tout, et qu'apparemment, il ne s'était pas assez entraîné. Et c'est pourquoi toutes sortes de choses lui venaient à l'esprit. Il s'était entraîné jusqu'à l'épuisement, et maintenant il semblait avoir les idées un peu plus claires, même si les chevaliers étaient blessés, quand il entendit soudain quelqu'un prononcer le mot « maîtresse », et réalisant qu'il n'y avait qu'une seule maîtresse dans cette maison, il décida d'aller voir. Pendant ce temps, elle mettait un drôle de chapeau sur la tête du jardinier, disant qu'elle avait trouvé un moyen de se protéger du soleil en travaillant, et il semblait l'apprécier, car il était vraiment confortable. Elle était heureuse d'avoir trouvé cette solution, car elle reproduisait simplement le chapeau que sa grand-mère portait lorsqu'elle travaillait dans les champs, et elle a dit qu'elle voulait vraiment faire quelque chose pour lui, car il travaillait pour la maison depuis longtemps. La dame lui a ensuite remis un paquet contenant les mêmes chapeaux et lui a demandé de les distribuer à d'autres jardiniers, car il s'agit peut-être d'une mesure temporaire, mais au moins leur état ne s'aggravera pas. Son sourire a fait chaud au cœur de la femme, et si les médicaments contre les allergies n'étaient pas si chers, elle les aurait achetés pour tout le monde, mais maintenant elle dit qu'elle les a achetés spécialement pour lui. Soudain, une silhouette effrayante est apparue derrière elle et elle a eu peur, demandant ce qu'il faisait ici, mais il lui a seulement dit en silence qu'il devait lui parler en privé, et finalement elle a demandé au jardinier d'appliquer un médicament aux endroits où l'inflammation s'était produite.
Ils s'enfoncèrent dans le jardin et, constatant qu'il n'y avait plus personne, il l'invita à commencer à parler. La femme ne comprenait sincèrement pas ce qu'elle avait à dire. Alors l'homme la prit par les épaules et lui demanda ce qui se passait dans sa tête. Cédric lui a posé une question précise, à savoir pourquoi elle l'évitait et n'était même pas venue à la réunion alors qu'elle l'avait promis, et elle a alors réalisé qu'elle avait été tellement occupée qu'elle avait tout oublié. Hier soir, elle a fini de travailler sur les chapeaux de soleil, ce qui lui a demandé beaucoup de travail, mais le résultat final l'a satisfaite, car le jardinier peut maintenant travailler sans se soucier des ruches. Et elle a remarqué depuis longtemps que quelque chose ne va pas dans ce domaine. Toute la maisonnée ici, y compris les domestiques, était sous le contrôle de la princesse Roger, mais les événements récents, y compris ceux de la cuisinière et du jardinier, et même en tenant compte du fait que la princesse est souvent absente, tout cela est trop indifférent. On aurait dit que la maison était confiée à une fille inepte, ce qui était inhabituel, mais possible, compte tenu de l'attitude du prince à l'égard de la princesse Hélène. Elle était la fille unique du prince Gérold et avait donc un avenir merveilleux, dans lequel il n'y aurait pas de place pour la souffrance, mais les problèmes arrivent quand on ne les attend pas. Et un jour, le prince n'est pas rentré de la guerre, et la princesse, qui souffrait d'une grave maladie, n'a pas pu survivre à cette perte. Et Hélène, âgée de 10 ans, s'est retrouvée complètement seule, et ses parents ont volé tous les biens comme des vautours. C'est alors que le couple Roger, proche du prince, est venu en aide à la jeune fille et a décidé de l'accueillir comme sa propre fille. Elaine et Killian sont alors tombés amoureux l'un de l'autre, leur sympathie s'est transformée en relation et elle est désormais la personne la plus proche de la princesse. Mais l'héroïne ne pouvait pas rester à l'écart, car Cédric voulait prendre la place de l'héritier et tant que le contrat était en vigueur, elle devait l'aider. Mais soudain, elle réalisa qu'à cause de ses pensées, elle avait complètement oublié une chose importante et il attendait toujours une réponse, la regardant comme s'il allait la mettre à la porte tout de suite. Ainsi, l'héroïne, incertaine, proclame qu'elle a longuement réfléchi et que s'il décide de devenir l'héritier de la maison de Roger, alors elle, en tant que son épouse, doit prouver qu'elle est digne de la place de maîtresse du domaine afin de l'aider. C'est pour cela qu'elle a confectionné des chapeaux pour les domestiques tout au long de ses journées, et maintenant elle est sincèrement désolée d'avoir manqué à sa promesse, et lorsqu'elle aura terminé, elle espère que cela suffira à lui pardonner. L'homme accepte cette raison, mais lui demande de ne pas oublier que c'est aujourd'hui qu'elle doit remplir son devoir conjugal. La femme ne comprend pas de quoi il parle, mais prétend que tout va bien. Déjà dans sa chambre, Jane a expliqué qu'une fois par mois, à un jour choisi, elle devait remplir son obligation maritale et la maîtresse a continué à faire semblant de savoir de quoi il s'agissait. Dans le roman original, il était écrit que Lamène et Cédric n'avaient rien fait de spécial ce jour-là et elle espérait que rien ne changerait aujourd'hui. Et Jane demanda entre-temps à l'héroïne de s'asseoir devant le miroir afin de pouvoir décorer correctement sa maîtresse. Un peu plus tard, la servante dit qu'elle avait apporté des cadeaux de la part de la dame plus âgée. Il y avait différents verres au parfum de géranium que Cédric aimait beaucoup. Et dans un autre, il y avait des médicaments que la princesse avait à peine obtenus. Ils étaient censés aider le couple à avoir un bébé, et aussi des cosmétiques pour rafraîchir son visage, pendant tout. Ce temps, l'héroïne avait l'impression qu'on la préparait pour un mariage. Pendant ce temps, Hélène discutait avec la vieille Madame Roger dans la rue, et elle lui raconta comment elle avait rencontré la jeune sœur du comte en visite chez eux, et comment elle l'avait invitée à lui rendre visite, et la vieille dame était tout simplement heureuse que la jeune fille se soit fait un nouvel ami. La jeune fille dit qu'elle a hâte de rencontrer quelqu'un de son âge, car Lamène est malade et occupée en permanence, et Elaine commence soudain à s'inquiéter qu'elle ne soit pas heureuse d'être responsable de la maison, car elles n'ont pas eu les meilleures relations auparavant. Une dame âgée remarque l'agitation et décide de soutenir la jeune fille, lui assurant que toutes les personnes se trompent et qu'elle peut changer d'avis, qu'elle doit donc lui montrer qu'Elaine est une hôtesse digne de ce nom, et qu'alors la femme ne lui en voudra pas. Après cela, elle a remarqué un jardinier qui portait un chapeau étrange, et il a expliqué que c'était de la part de Madame Lamène. Elle a dit que ce chapeau l'aiderait et la protégerait du soleil, et tout le monde a immédiatement compris pourquoi elle passait tant de temps dans sa chambre sans laisser entrer personne. Il voulut l'enlever, mais la femme plus âgée s'y opposa, disant que tout allait bien,
qu'elle n'avait aucune idée que l'Amen se souciait autant des serviteurs et qu'Elain en était ravi. Pendant ce temps, dans sa chambre, Cédric attendait sa femme avec un verre de vin, et quand ils se sont vus, il y a eu un moment de gêne, car personne ne savait quoi faire ensuite, et l'héroïne commençait déjà à penser qu'elle aurait dû apporter un livre avec elle. Elle s'assit à côté de lui et lui demanda de lui donner un verre aussi, car elle était sûre que si elle le buvait et s'endormait tout de suite, elle se sentirait plus calme. Et Cédric remarqua qu'elle n'avait pas bu avant, mais pour une raison quelconque, elle avait changé d'avis maintenant. La femme a dit qu'elle pouvait toujours changer d'avis, et l'homme a cédé, lui versant un verre de vin, puis regardant avec quelle facilité il se vidait dans ses mains. Soudain, l'héroïne s'est rendue compte qu'il était très savoureux et qu'elle n'avait jamais rien goûté de tel auparavant. Son mari a vu qu'elle l'aimait et lui a dit qu'il s'agissait d'un vin de grande qualité, fabriqué selon une recette spéciale de leur famille, et qu'il faisait même des affaires avec le palais royal. L'homme lui a dit qu'elle buvait trop vite, mais elle était trop sûre d'elle et il a dû s'exécuter. Et très vite, l'Amen s'enivre, et au moment où il s'apprête à lui dire de partir, la femme lui pose soudain une question, à savoir s'il regrette ce mariage non désiré, s'il l'a déjà regretté. Cette question l'a surpris, et il a répondu qu'il ne servait à rien de s'apitoyer, et quand elle a entendu cela, la femme a commencé à le battre légèrement, en disant qu'il était toujours si dur avec lui, et que s'il était contrarié, il devait en parler directement. Quand il se sentait dur ou commençait à douter, il ne devait pas tout garder à l'intérieur. Cédric fut choqué par de telles déclarations. Il commença à penser qu'elle regrettait leur mariage depuis le début, et lui-même n'avait jamais trouvé la vie au domaine pesante. Il se souvint des paroles d'Elain qui lui avait demandé d'être plus gentil avec sa femme, car elle était venue de loin et il était difficile pour elle d'être seule ici, et il se rendit compte qu'Elain avait raison. L'homme lui demande alors ce qu'elle en pense, et l'héroïne, entre-temps, s'est déjà abandonnée à l'alcool. Et ne comprenant pas grand-chose, elle prétend qu'elle ne sait pas si l'Amen regrette quelque chose ou non. Elle a commencé à s'allonger sur ses épaules et il lui a demandé d'aller se coucher, car elle était vraiment ivre. À ce moment-là, l'héroïne a dit qu'elle était sûre qu'elle serait beaucoup plus heureuse si elle avait plus d'argent, car elle pourrait alors vivre comme elle l'entendait. Elle avait promis un jour qu'elle ne laisserait personne partir sans rien faire pour eux. Elle avait fait cette promesse, mais ne l'avait toujours pas tenue. On lui avait demandé d'expliquer ce qu'elle voulait dire, et elle s'était contentée de rappeler que les gens comme lui ne comprennent rien. Cédric est de plus en plus surpris par ce qui se passe, ne comprenant pas comment la fille d'un aristocrate peut souffrir du manque d'argent, car son père, le prince, n'est pas du genre à économiser pour ses enfants. C'était l'inverse. Tout le monde avait dit qu'il l'avait trop gâtée, et maintenant il se demandait ce qui s'était passé. Mais aujourd'hui n'était pas le bon moment pour parler de cela. Maintenant, elle s'accrochait à lui, lui demandait d'approcher son visage, puis lui demandait s'il l'avait déjà embrassée. Elle s'approchait de lui avec l'intention de le faire, et il était déjà mentalement préparé à cela. Mais sur le chemin de ses lèvres, l'alcool a fait son œuvre, et elle s'est endormie juste au-dessus de lui, ce qui l'a laissée à la fois en colère et bouleversée. Le lendemain, elle se réveille très difficilement, ne se souvenant pas de ce qui s'est passé la veille, et dès qu'elle se lève, son mari lui donne un verre d'eau pour lui rafraîchir un peu la tête. Ensuite, il est devenu soudainement sérieux et a dit qu'elle devait lui promettre quelque chose, à savoir qu'à partir de maintenant, elle ne devrait boire de l'alcool que lorsqu'il était avec elle, ce qui a surpris l'héroïne, qui ne se souvenait pas avoir fait quoi que ce soit d'étrange sous son influence. Lors d'un petit déjeuner commun, ils ont dit qu'ils avaient reçu une invitation du prince Haribo, et elle s'est immédiatement souvenue que c'était le nom du propriétaire de la parfumerie et qu'il s'agissait d'une célébration en l'honneur de l'anniversaire de la jeune princesse. Cette fois, tout devait être solennel, mais on disait que Lucia était toujours malade. Elle a elle-même entendu dire qu'il s'agissait de la même maladie que la fiancée décédée du prince, et celui-ci a donc confié la gestion du domaine à son fils Vance, et il consacre tout son temps libre à s'occuper de sa fille. Cillian lui assure qu'il semble que Vance soit déjà rentré dans le royaume, ce qui confirme les dires du vendeur, qui affirme que le maître est parti à l'étranger et qu'il cherche un remède pour sa sœur. Elaine dit qu'elle lui a même préparé un cadeau et que c'est dommage, mais elle est invitée au domaine de Karine, et Cédric lui assure que Cillian devra probablement y aller seul. Cillian lui-même a dit que tout le monde savait depuis longtemps qu'il n'aimait pas le prince Vance, mais qu'il devait quand même suivre les règles de la décence,
et il a ensuite proposé d'emménager avec une femme. Le visage de Cédric s'assombrit brusquement après ces mots, son expression montrant qu'il ne pouvait vraiment pas le supporter, et Héroïne dut intervenir, car elle accepta l'invitation, l'assurant que tout cela était pour le bien de la famille de Roger. Et comme elle faisait maintenant aussi partie de la famille, elle accompagnerait son mari à la célébration. C'était une bonne occasion de rencontrer le mystérieux prince, même si l'homme n'en avait pas envie, et Hélène lui demanda de lui offrir un cadeau, et s'il le voulait, il pourrait dire qu'il venait d'elle. Plus tard, au moment de partir en vacances, Jane fait de son mieux, et l'héroïne est plus belle que jamais. Avant de partir, Cédric lui dit de ne pas s'approcher du prince pendant les vacances. Il lui assure qu'elle comprendra immédiatement qui il est dès qu'elle le remarquera, qu'il ne considère les gens que comme des outils pour atteindre ses objectifs, et en entendant cela, l'héroïne le surprend à penser qu'il se soucie d'elle. Il l'a d'abord nié, mais a fini par l'accepter et a reconnu qu'il était nerveux parce que c'était la première fois qu'elle l'accompagnait à un événement officiel et qu'il avait donc besoin qu'elle reste près de lui. Tout le romantisme de ce dialogue s'est immédiatement évanoui, car elle a réalisé qu'il était simplement inquiet qu'elle fasse quelque chose et que cela cause des problèmes. Mais elle l'a assuré qu'il n'avait pas à s'inquiéter et qu'elle ferait un excellent travail en tant que femme qu'il aimait. Hélène, pendant ce temps, demanda à sa servante si elle avait remis son cadeau à l'héroïne, ce qu'elle confirma, ajoutant que la dame lui avait fait part de sa gratitude, et la jeune fille sourit d'un air sinistre, disant que la princesse serait ravie d'un tel cadeau. L'homme était assis dans son bureau, et le serviteur qui se tenait à côté de lui se rendit compte qu'il avait eu récemment une série d'incidents désagréables, et pour être plus précis, à chaque fois quelque chose de similaire à l'incident qui s'était produit il y a quelques jours. 2 couples se promenaient sur un bateau, discutant de leurs propres affaires, puis ils arrivèrent à un endroit où ils devaient se lever, et l'héroïne décida de partir en premier, décidant qu'ils avaient une si belle conversation et qu'il valait mieux les laisser tranquilles. Soudain, elle glisse et tombe à l'eau. Cédric n'hésite pas à la suivre, mais l'héroïne gagne rapidement en profondeur. Elle se rend compte qu'elle doit remonter à la surface immédiatement. Sa robe est trop lourde. Quelques secondes plus tard, un homme est sorti de l'eau et il tenait la main. Elle s'est accrochée à lui pendant tout ce temps, puis elle a dit avec horreur qu'elle pensait que c'était la fin. Il y avait aussi cet ordre d'oublier l'affaire du poison, et ces conversations avec la dame, qui n'avaient fait que se multiplier ces derniers temps, il était sûr qu'il se passait quelque chose. Mais les pensées du serviteur furent interrompues par le cri de Cédric, qui disait qu'il allait au terrain d'entraînement. Après l'avoir quitté, Cédric se mit à réfléchir à toutes les circonstances. Il savait que l'Amen et lui n'étaient liés que par des relations d'affaires. Il pensait aussi que son malaise n'était dû qu'à l'intérêt qu'il portait à ses projets, mais les derniers événements ne le quittaient pas, et il décida donc de les écarter avec l'aide de l'entraînement. Plus tard, ils arrivèrent en calèche à une fête, et en se rendant à l'entrée, la femme remarqua qu'il y avait beaucoup de fleurs autour d'eux. L'homme expliqua que leur famille cultivait des plantes depuis longtemps et qu'il avait même entendu dire qu'ils avaient envoyé des graines au palais royal. Elle se rendait déjà compte qu'il était évidemment plus facile de se procurer les herbes dont il avait besoin et qu'il pouvait se cacher derrière des voyages à l'étranger pour trouver de nouveaux spécimens pour son jardin. L'héroïne a immédiatement remarqué que le domaine avait l'air très luxueux, mais les gens ont immédiatement commencé à la regarder de travers et à chuchoter, et la femme a su que c'était clairement à cause des ragots sur leurs mauvaises relations. L'héroïne dit à l'homme qu'elle reçoit trop d'attention, et Cédric lui demande de patienter, car le prince aîné arrivera bientôt avec la princesse, et ils pourront alors offrir le cadeau. Elle s'intéressait également à Sue, qui n'allait pas avec la princesse, car tout cela semblait étrange, trop important pour une fête d'anniversaire d'une jeune fille, une fête d'anniversaire de la princesse, qui avait la signification d'une gratitude pour avoir vécu une année de plus. Son mari lui a assuré qu'il n'y avait pas de maladie à l'extérieur, mais elle souffrait d'évanouissement depuis sa plus tendre enfance et, il y a 4 ans, la princesse est tombée malade juste au moment de son anniversaire, ce qui a obligé à interrompre la célébration. Et donc, il devrait juste saluer le prince puis retourner au manoir, quand soudain la femme lui saisit la main, lui rappelant qu'il jouait encore au couple. Cédric l'appuie, la prend par la taille et lui demande, gêné si cela ne pose pas de problème, et l'héroïne remarque que ses talents d'acteur se sont améliorés. Soudain, dans leur dos, quelqu'un les appelle par leur nom, et en se retournant,
Ils aperçoivent une jeune femme qui leur dit que c'est la première fois qu'ils assistent ensemble à un dîner et qu'elle est heureuse de les voir ensemble. Un instant plus tard, sa voix devient sérieuse et elle dit qu'elle aimerait parler à la dame en privé.